C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce coup de théâtre en République démocratique du Congo. À la veille de la reprise du processus de Luanda, le M23 annonce qu'il ne participera pas aux discussions. La raison invoquée, les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de 4 de ses cadres. Nous serons à Kinshasa dans un instant. Et puis l'Union européenne a finalement mis ses menaces à exécution. Des sanctions ont été annoncées contre le Rwanda. Kigali a aussitôt réagi en annonçant sa rupture diplomatique avec la Belgique, l'accusant d'avoir poussé pour ces sanctions. Les réactions à Bruxelles et à Kigali. Et puis nous ferons également réagir notre invitée Julienne Lusenge, activiste dans l'Est de la République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante révèle la nouvelle liste électorale en vue des présidentielles d'octobre. De la présidentielle d'octobre, les partis politiques et les citoyens ont désormais 2 semaines pour demander l'inscription ou la radiation d'autres personnes de la liste. Nous serons à Abidjan à la fin de cette édition. Un processus tué dans l'œuf. Les négociations directes entre les autorités congolaises et le M23 ont avorté. Le groupe rebelle soutenu par le Rwanda refuse de s'y rendre. La raison invoquée, les sanctions émises par l'Union européenne contre 4 de ses cadres, dont son chef Bertrand Bisimwa. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. C'est une annulation de dernière minute. L'AFC M23 affirme que ces négociations directes sont devenues impossibles après l'annonce de sanctions imposées par l'Union européenne la veille du rendez-vous de Luanda. Ces sanctions visent plusieurs membres du M23 comme Bertrand Bisimwa, le chef de la branche politique. Ces sanctions, selon l'AFC M23, je cite, sabotent les efforts de paix. Alors ces négociations directes étaient pourtant l'une des revendications du groupe armé depuis sa résurgence en 2021. De son côté, Kinshasa avait confirmé sa participation alors que jusque-là, les autorités congolaises avaient toujours refusé les négociations directes avec le M23 qu'elles considèrent comme un groupe terroriste. L'annonce du médiateur angolais d'ouvrir ces discussions le 18 mars marquait donc une étape importante. Plusieurs sources diplomatiques ont affirmé espérer que l'ouverture de ces négociations permettrait d'interrompre les affrontements et d'obtenir un cessez-le-feu respecté sur le terrain. Reste donc à savoir quelles seront les conséquences de ce refus du M23. Les rebelles, appuyés par des troupes rwandaises, ont progressé ces derniers jours en direction de Walikale. Et dans le viseur de l'Union européenne, plusieurs personnalités rwandaises, des chefs militaires, membres des forces spéciales et un responsable du secteur minier. L'annonce de ces sanctions a provoqué la colère de Kigali, qui a aussitôt annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec la Belgique. Sur place, Juliette Montilly. 48 heures, c'est l'ultimatum donné aux diplomates belges pour quitter le territoire rwandais, scellant la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. La détérioration des relations entre Kigali et Bruxelles atteint son paroxysme avec ce communiqué du ministère des Affaires étrangères rwandais qui dénonce un parti pris injuste de Bruxelles en faveur de Kinshasa. Lors d'un meeting tenu hier devant plusieurs milliers de personnes à Kigali, Paul Kagame avait déjà fustigé la Belgique, considérée comme l'instigatrice des condamnations à l'encontre du Rwanda dans les instances internationales, en raison, je le rappelle, de son soutien à l'offensive du M23 dans l'est de la RDC. Cette fois, le communiqué va plus loin. Il souligne le rôle de la Belgique, ancienne puissance coloniale, dans la création, je cite, de l'extrémisme ethnique qui a conduit non seulement au génocide contre les Tutsis en 1994, mais aussi à la déstabilisation de la région jusqu'à aujourd'hui. Cette décision intervient au moment même où l'Union européenne annonce de nouvelles sanctions visant des cadres congolais du M23, mais aussi 3 hauts gradés de l'armée rwandaise, ainsi que le directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz. De son côté, le chef de la diplomatie belge, Maxime Prévost, a réagi sur X. Il dit regretter une décision disproportionnée. À l'annonce de cette rupture diplomatique, les réactions sont nombreuses à Bruxelles. Le chef de la diplomatie belge a annoncé des mesures de réciprocité à l'encontre des diplomates rwandais. La correspondance à Bruxelles d'Alix Le Bourdon.
une décision disproportionnée. C'est avec ces mots que le ministre des Affaires étrangères belge a qualifié la décision de Kigali de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique. Maxime Prévost réfute également les récentes déclarations du président rwandais Paul Kagame qui a accusé la Belgique de vouloir maintenir une sorte de domination coloniale sur le Rwanda. La Belgique ne cherche ni à punir ni à affaiblir le Rwanda, encore moins en fonction d'un passé colonial avec lequel elle a pris ses distances depuis longtemps, a martelé le ministre belge. La décision de Kigali fait suite aux sanctions adoptées par le Conseil de l'Union européenne, des sanctions pour lesquelles la Belgique a fortement plaidé au sein des pays européens. Ces sanctions prévoient une interdiction d'entrée dans l'Union européenne et un gel des avoirs pour 9 personnes, dont 3 hauts gradés rwandais. On assiste ici à une accentuation de crispation déjà présente depuis quelques mois, puisqu'en novembre dernier, la Belgique s'était abstenue pour un vote sur la nouvelle aide de 20 millions d'euros. Et de son côté, le Rwanda, en février, a annoncé qu'il suspendait les programmes d'aide au développement belge dans le pays. En réponse à la décision de Kigali aujourd'hui, la Belgique a décidé de mesures réciproques, notamment déclarer les diplomates rwandais persona non grata. Juliette Lusenge est notre invitée ce soir. Elle est membre de la synergie des femmes pour la paix et la sécurité. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Tout d'abord, votre réaction à l'annonce du M23 et à l'avortement des discussions directes avec les autorités congolaises. Bon, je pense que c'est le M23 qui demandait la discussion directe. Et aujourd'hui, que les portes sont ouvertes pour que ces discussions puissent avoir lieu, que le M23 refuse d'y aller, c'est vraiment dommage. Parce que les deux parties doivent savoir, doivent se mettre à la place de ces femmes qui meurent, qui souffrent, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à donner à leurs enfants, et se dire, on met les égaux à côté et on va chercher la paix pour redonner la vie à la population de Goma, à la population de la région des Grands Lacs, la population de Goma et de tout le Nord Kivu, du Sud Kivu. La population congolaise a beaucoup souffert. Est-ce que vous avez de l'espoir aujourd'hui? Bon, c'est difficile de dire l'espoir. Parce que quand on dit on va aller en dialogue, les gens vont se rencontrer pour se parler. Tout conflit termine par le dialogue. Donc, quand on a appris qu'ils vont aller se parler, on s'est dit, bon, OK, peut-être que les choses vont se calmer, ça ne va pas continuer. Écoute, aujourd'hui, il y a plus des gens qui se sont déplacés 1000 fois. J'ai rencontré une fille à Goma qui a commencé la vie de déplacés à 8 ans. Elle avait déjà 16 ans. Toujours déplacée, déplacée, déplacée. Et là, elle n'étudiait plus. Elle pleurait, elle me disait, je veux rentrer à l'école, je veux rentrer à l'école, je veux rentrer à l'école. Et moi, je suis rentrée à Kinshasa, croyant m'organiser maintenant pour lui payer l'école. Et voilà. Tout le camp est déjà détruit, les gens sont partis. Partis où, on ne sait plus. Où est-ce que je vais trouver cette fille pour la remettre à l'école? Vous voyez? Je suis mère. Je suis médiatrice. Donc, cette histoire me casse la... On souffre beaucoup. Et chaque femme devrait souffrir. Quel que soit le poste que vous occupez en politique, vous devriez d'abord vous mettre à la place des femmes. Et même tous ces dirigeants, tous ces responsables devraient aussi se dire, j'ai une femme à la maison, j'ai une sœur à la maison, j'ai une fille. En tout cas, Juliette Lusenge, votre message est passé. Merci beaucoup d'être venue nous en parler sur ce m'avoir invité. Merci infiniment. Merci. En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a révélé la nouvelle liste en vue de l'élection d'octobre 2025. Près de 9 millions de personnes y sont provisoirement inscrites. Les 2 prochaines semaines seront décisives. Les partis politiques et les citoyens pourront demander l'inscription ou la radiation d'autres personnes de la liste. Julia Guggenheim depuis Abidjan.
C'est ici que le président de la commission électorale indépendante a remis de manière symbolique aux représentants des partis politiques la liste électorale provisoire. Une liste qui ne contenait pas véritablement de surprise, ni Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudet, et encore moins Guillaume Soro, qui est toujours en exil, n'y ont été réinscrits. Tous ont été suspendus de leurs droits civiques à la suite de condamnations en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, qui a fait l'objet ces dernières semaines de multiples attaques concernant sa double nationalité française et ivoirienne, lui figure bien sur la liste. Alors la CEI annonçait que 8,7 millions d'inscrits étaient sur cette liste, dont 769 000 nouveaux électeurs, trop peu pour l'opposition qui n'a eu de cesse de demander une nouvelle opération de révision de la liste électorale pour permettre d'inscrire les 4 millions de nouveaux électeurs potentiels. Nous avons assisté à une cérémonie monocolore. Le président de la CEI a fait son show. Il y a 4 millions d'Ivoiriens qui veulent s'inscrire, ce qui fait 42% du taux de non-inscrits sur la liste électorale. On sent qu'il y a une volonté de ne pas organiser des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a provoqué l'ire de l'opposition en annonçant que la révision de la liste électorale de 2025 aurait lieu après l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous ne sommes inféodés à aucune chapelle politique, a martelé le président de la CEI, balayant les accusations de subordination au pouvoir, tout en appelant les partis politiques à la retenue. Une opération de contentieux s'ouvre désormais pour 15 jours. La liste électorale définitive, elle, devrait être annoncée le 20 juin prochain. En bref, l'Algérie a refusé la liste soumise par la France contenant les noms d'une soixantaine d'Algériens à expulser. La démarche est, je cite, rejetée sur le fond et sur la forme par Alger, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. En réponse, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a promis une réponse graduée. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. C'est l'Actu 360 avec Anthony Saint-Léger.